Imu, Kuma, Nika, tous ces personnages ont été impliqués dans l'arc incroyable qu'est Egghead. Les doyens et de nombreux autres personnages ont aussi pu révéler de nombreux détails sur l'histoire de One Piece. Pourtant, dans sa folie, l'auteur nous a révélé bien plus que ce que les personnages voulaient nous le faire comprendre. Et vous l'aurez deviné, vous allez totalement redécouvrir One Piece et plus précisément l'arc d'Egghead dans cette vidéo. On va commencer simplement avec Kuma qui est lié depuis le début aux apôtres de Jésus. Une affirmation qui peut vous troubler, mais qui est tout de suite plus logique quand on sait qu'il s'appelle Bartholomew et que l'un des apôtres de Jésus s'appelait Barthélemy. Kuma, tout au long du manga, sera fortement lié à Nika par sa prime, qui est un jeu de mots signifiant Nikyu, et qui peut aussi se lire à Nika en japonais. Il apparaîtra souvent avec justement sa Bible, qui le représentera, et qui aura le symbole d'une personne avec un soleil dessus. Oda a énormément relié ce personnage à cette religion, car dans son flashback, on le verra à l'image des apôtres, vivre dans la pauvreté et dans le minimalisme, proche de ses croyances, priant la croix mélangeant le symbole chrétien et le soleil de Nika. Ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que Kuma fera son apparition au tome 50 et Koda, dans ce tome, a laissé une note où il dit « 1 minute, n'essaierais-tu pas Jésus, Dieu ?» Et aujourd'hui, on comprend où il voulait en venir avec ça. Mais c'est pas tout, car la date de naissance officielle de Jésus est le 25 décembre. Je dis officiel car aujourd'hui, il y a des débats sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qui est sorti le 25 décembre 2007 ? Le chapitre 483, où Kuma apparaît en compagnie de sa Bible. Vous pouvez penser que l'histoire avec les dates est un peu de la surinterprétation, mais sachez que ça a été fait plusieurs fois par Oda, notamment où la date de la mort de Barbe Noire dans la vie réelle coïncide avec le chapitre où Barbe Noire apparaît durant le post-ellipse. Et j'en parle dans cette vidéo. Il y a heureusement beaucoup d'autres détails pour ce personnage, car sous de nombreux points, il est lié à Sugar et Im-sama. On le remarque car chez ces trois personnages, la thématique de la mémoire revient assez souvent. En effet, Sugar, quand elle est amenée à transformer une personne en jouet, alors tout le monde oublie son existence. Imu lui aussi a aussi mis sur la table, car à la destruction du royaume de Lulusia, il a dit que ce pays n'avait jamais existé. Comme si son existence, tout comme les jouets, était effacée. Et pour Kuma, vous vous demandez où est le lien avec la mémoire, eh bien sachez que son pouvoir est capable de copier la mémoire de son porteur, voire même de tout le monde. Un détail entre Imu et Kuma, c'est que comme dit plusieurs fois sur cette chaîne, Imu est lié au chiffre 16 dans One Piece. Et comme par hasard, la salle qui renferme la mémoire de Kuma porte le chiffre 16. En vérité, je ne cite quasiment que des ressemblances entre Kuma et Imu, mais y a-t-il plus pour Sugar? Eh bien c'est assez simple étant donné que Sugar a pour habit un simple déguisement d'ours, tout comme Kuma qui est affilié à l'ours. On passe à un autre détail qui a été loupé par 90% des fans. C'est le fait que les drogues utilisées par le clan Oddie Jones étaient renfermées dans un coffre, mais pas n'importe lequel, le coffret Tamatebako. Mais est-ce que vous saviez? On reverra ce coffre après l'île des hommes poissons? Bien sûr, alors que Whole Cake, car Big Mom voulait ce trésor et le Cypher Paul tout autant que les barons du marché noir le voulaient aussi. Mais ce n'est vraiment pas le seul endroit où on le verra, car dans le flashback de Doflamingo, on verra sa famille quitter Marie-Joise avec des coffres, mais pas n'importe lesquels. Même coffres que les dragons célestes détiendront par centaines. On les reconnaît notamment au symbole des nuages. Bien évidemment, aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin, car on l'a bien vu dans son flashback, ils l'utilisent pour garder les richesses. Mais comment ça se fait que les Tenryubito détiennent par centaines des coffres qui autrefois contenaient des drogues pouvant rendre plus fort? Eh bien, tout simplement grâce à Saturne, qui, je le rappelle, est un scientifique qui sera présenté comme étant le dieu de la guerre s'occupant de la défense scientifique, et qui arrivera même à faire donner un fruit du démon à Bonnie sans qu'elle puisse le manger, simplement par des expériences. Il provoquera notamment la maladie de Ginny et Bonnie avec la maladie des écailles de saphir. Bien évidemment, ces drogues avaient seulement pour but d'aller combattre l'ancien royaume, le royaume de Joy Boy qui a été exterminé. Mais avant tout ça, comment ça se fait qu'il puisse avoir la technologie d'il y a 800 ans pour faire des drogues décuplant la force? Tout simplement car il est celui qui se charge de la défense scientifique. Je ne le répète pas au hasard, car au vu de la technologie de l'ancien royaume, ça serait pas étonnant qu'il en ait les ressources. Ensuite, j'aimerais aborder des détails plutôt numériques en rapport avec les débuts de chapitres. Est-ce que vous le saviez que les numéros de chapitres renfermaient des jeux de mots de One Piece? J'en ai présenté pas mal dans les anciennes vidéos, donc j'aimerais vous en présenter de nouveau aujourd'hui. On a par exemple le chapitre 1103, qui peut se lire Ito Ito no Mi, et qui est une jolie référence au fait que dans ce chapitre, Bonnie utilisera son fruit pour être dans un futur où elle est Nika, qui est justement le fruit du Ito Ito no Mi. On a aussi le titre du chapitre 1110, qui peut avoir deux significations, donc ce sera soit l'un soit l'autre. La première peut être les rois secrets, qui sont entre autres les 5 doyens qui ont révélé leur véritable forme dans ce chapitre, et qui sont les rois tapis dans l'ombre, dont l'existence est quasiment inconnue. Pour la deuxième signification,
ça peut être les secrets sont. Et c'est un titre qui rentre en écho avec celui du chapitre 1109 qui était les secrets. On voit bien que le mot son a été rajouté pour montrer que le secret arrive petit à petit. Et c'était bien le chapitre qui suit le précédent où le lecteur est en attente des 10 minutes. Il y a le chapitre 1113 qui peut se lire le secret du corps en japonais, et qui vise directement un des éléments centraux de l'arc, le secret du corps de Vegapunk. Où était passée sa tête? Eh bien on nous l'a montré. Détenue dans l'eau, dans une protection, elle dirige les Vegapunk et amasse les connaissances pour former Stella, le cerveau mère des satellites du scientifique. Autre fait intéressant, le chapitre 1113 peut aussi se lire Secret du soleil, qui peut avoir plusieurs significations. C'est lors de la dernière page du chapitre qu'on nous révélera que le monde va sombrer dans l'océan, tel l'Atlantide. Et comme par hasard, le soleil illuminera la page de la même manière que le soleil illuminait Kuma à chacune de ses apparitions pour montrer que Nika veillait sur lui et qu'il l'étalait de sa grâce. On apprendra ensuite que c'est à cause de Mother Flame et son apparence sera plutôt frappante, car ce sera vraiment une flamme allumée dans de l'eau. La flamme qui est un peu l'emblème de Nika, qui a les cheveux enflammés. C'est bien qu'on puisse parler de la montée des eaux, car tout au long du manga, comme à son habitude, l'auteur nous l'avait teasé plusieurs fois, car on a vu des cités et des ruines sous les eaux, notamment dans les mini-aventures de Jinbei, où il rendra visite à l'hôtel du dieu de la mer. Il trouvera grâce aux habitants un poneglyphe qui était enfoui dans la mer. En y allant, il trouvera aussi, comme par hasard, plusieurs bâtiments sous les eaux, dont un avec une patte d'ours présente sur les ruines, se rapprochant bizarrement du logo de Kuma. On a un color spread qui va dans la même direction, où on voit les Mugiwara posés sur des ruines immergées, en compagnie des baleines qui sont liées à Joy Boy, et c'est une info qui est donnée par les rois des mers. Durant le flashback d'Oden, elles se sont exclamées que les baleines attendent avec impatience la venue de leur roi, qui apparaîtra dans une mer lointaine. En plus de ça, comme avec le chapitre 1113, on a le soleil qui illumine la planche, et le détail qui change tout, c'est le fait que sur des ruines en fond, on peut observer des symboles. En zoomant dessus, on peut y voir une forme de sirène. Et à côté de cette sirène, on peut voir ce qui pourrait s'identifier comme étant une tête enflammée. Et on sait aujourd'hui que cette tête enflammée est référence à Nika et Joy Boy. Après avoir parlé de tout ça, j'aimerais parler des liens entre Vénus et Brook, car ils utilisent tous les deux les mêmes types d'attaques. On a vu que le Gorosei était lié au satanisme à travers leurs pentacles, leur forme démoniaque et leur immortalité apparente. Ce qui est le cas de Brook, qui peut régénérer son corps avec du lait tout comme Luffy, et que même si son corps est brisé, grâce à son âme, peut le réassembler. D'ailleurs, durant l'ellipse, comme dit dans la dernière vidéo, Brook est un personnage lié au satanisme car il sera invoqué sur un pentacle par la secte des sataniques durant l'ellipse. Mais là où je veux en venir, c'est que les deux personnages que je vise sont liés au royaume des morts. J'entends par là le fait qu'au retour de leur entraînement, Brook avait bien dit que grâce à son fruit du démon, il utilisait l'énergie du royaume des morts pour produire des attaques de glace. Ce qui est bizarre, c'est que graphiquement, les attaques ont un aspect assez enflammé. Oda nous le montrera dans les SBS du tome 96, où il a dessiné l'arme de Brook, le soul solide, en une personne humaine. Et au lieu d'avoir un aspect de glace, il a plutôt un aspect de feu. Ce qui le relie encore plus à Vénus, c'est le fait que lui aussi, à son apparition sur Egghead, sortira des flammes de son sabre. Sauf que bizarrement, les pacifistas se retrouveront gelés. Il y a donc fort à parier que ces personnages liés au diable puisent leur force dans la même source, c'est-à-dire le royaume des morts. On va enchaîner tranquillement sur des parallèles entre différents chapitres en rapport avec les géants d'Elbaf. Au chapitre 116, on aura le début de l'arc Little Garden avec l'apparition de Dory et Brogy. Et c'est au chapitre 1106, ils réapparaîtront pour sauver de la même manière Luffy. Et à Little Garden, Luffy se fera avaler par un dinosaure qui se fera couper le cou par Dory. Et Luffy ressortira par le bas du cou du dinosaure. Pareil dans les chapitres récents où Jupiter avalera Luffy et se fera couper le cou pour qu'il puisse sortir par le dessous. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que dans ce chapitre, Luffy sera en Gear 5 et qu'au chapitre 116, Brogy apparaîtra avec les onomatopées japonaises qu'on peut lire Nika. Aujourd'hui, on comprend tous les liens entre les géants et Nika, car les géants avaient questionné Luffy de comment ils connaissaient l'apparence du dieu de leur pays, insinuant que les géants d'Elbaf connaissent déjà tous la divinité de Nika et sa vraie apparence. Plus tôt, j'avais aussi parlé de Mother Flame et de sa révélation. Mais parmi les éléments que j'ai pu remarquer, c'est les écriteaux sur cette machine. On aura A et Mu qui sera marqué dessus, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On peut imaginer que Mu fait référence à Imu. Mais que veut dire A? Eh bien, le seul mot en rapport avec tout ça, ça pourrait être Atlantide, vu qu'au chapitre d'avant, on nous a dit que le monde pourrait être enseveli sous l'eau, et que cette même machine provoque la montée des eaux elle-même. Mais du coup, pourquoi tout simplement ne pas mettre Imu au lieu de Mu? Eh bien car pour une raison mystique, le I est parfois enlevé de son nom, comme quand Imu arrivera devant le roi Cobra, il citera son propre nom en enlevant le I. Des Japonais ont aussi remarqué
que comme le E en japonais se prononce to, le mot forme alors atome pour atome. Elle lierait cette machine aux machines nucléaires, ce qui expliquerait pourquoi elle peut détruire un pays entier. Les écriteaux sur la machine du Mother Flame ne sont vraiment pas là au hasard. On peut le remarquer aussi au S108, qui fait référence au nombre sacré de la religion bouddhique. Les 108 noms de Dieu sont utilisés dans le personnage du rouge, d'où sa prime à 108 millions de berries, et le fait qu'il soit un religieux. Et si vous ne comprenez pas pourquoi cette machine est liée au bouddhisme, c'est parce que Imu, en japonais, possède les mêmes symboles que ceux de Bouddha. Mais ce mélange de plusieurs termes m'a fait réfléchir. Car pourquoi provoquer un raz-de-marée sur le monde? Eh bien ça pourrait avoir un rapport avec le continent secret nommé Mu. Si vous ne connaissez pas la légende, c'est le fait qu'il y a 2 continents secrets dans notre monde. Le continent de Mu et le continent de l'Atlantide, ils ont 2 continents secrets qui se font guerre. Bien sûr, dans notre monde, leur existence a été contredite. Et dans cette légende, on voit bien que l'Atlantide et Mu sont littéralement liés. On pourrait imaginer alors que tout ça est tout à fait intentionnel de la part de Imu et qu'il a pour objectif de faire apparaître dans One Piece le continent disparu et en faire le seul continent en faisant couler sous les eaux tout le reste. Ce qui expliquerait pourquoi le château des dragons célestes se nomme Pangea. Car si vous ne le savez pas, la Pangée est le continent originel du monde. Car à l'origine sur Terre, tous les continents étaient collés en un seul. J'aimerais finir ces vidéos par des petits parallèles entre le chapitre 114 où on verra 2 choses. Une énorme mer de flammes, brûlant malgré l'eau environnant et l'apparition formelle de Nico Robin, alias Miss All Sunday. Et tout ça mis face au chapitre 1114, on aura la révélation d'une flamme résistant à l'eau et brûlant quoi qu'il se passe. On peut facilement lier ça aux flammes du chapitre 114, mais le plus fou dans tout ça, c'est que comme Nico Robin apparaît au chapitre 114, cela pourrait expliquer pourquoi la première apparition de Agora Disauro dans le post-ellipse est au chapitre 1114, ce qui fait ensuite un joli parallèle entre les deux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui vont la savoir plus sur One Piece. Si la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.